Très bien, donc bonjour à tous et puis bonjour à vous, membres du jury. Merci d'être présents ce matin. Dans les 35-40 minutes qui vont suivre, je vais vous présenter un bilan en fait, des activités de recherche que j'ai coordonnées au sein de l'Institut Louis Malardé. Avec la collaboration de l'équipe et beaucoup de partenaires et beaucoup de ces partenaires sont présents ce matin. Donc je lui ai mis un titre un petit peu académique, mais je trouvais ça sympathique de casser un petit peu l'académie. Et en fait, ces 4000 jours correspondent à peu près au temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai eu ma thèse et aujourd'hui. Alors, traquer le diable au paradis, c'est un petit clin d'œil au fait que ce travail de recherche s'est essentiellement concentré sur la Polynésie française et sur les îles du Pacifique. Et malheureusement, dans ces îles du Pacifique, aussi paradisiaques soient-elles, on est exposé aussi au virus transmis par les moustiques. Donc la présentation que je vais vous faire et que je vais vous faire vous, donc membres du jury, si je permets Xavier, je vais vous présenter chacun. Donc le professeur Xavier de Paris de l'UMRC STEAM de l'Université Aix-Marseille. Le professeur de Paris a accepté d'être mon directeur d'HDR. Il connaît très bien la Polynésie française et je suis honorée qu'il ait accepté d'assumer cette tâche. Le docteur Anavaj Sakuntabai, responsable de l'unité de génétique fonctionnelle des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur de Paris, qui a accepté de jouer le rôle de rapporteur. Le docteur Annabella Fayou, responsable de l'unité arbovirus et vecteurs de l'Institut Pasteur de Paris, qui a également accepté le rôle de rapporteur. Le docteur Arnaud Tarantola, responsable de l'unité de recherche et d'expertise en épidémiologie des maladies infectieuses de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, qui a aussi accepté le rôle de rapporteur. Le docteur Marc Taquet, qui est directeur et représentant du Centre IRD de Polynésie française, qui intervient en tant qu'examinateur. Et le docteur Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire pour la direction de la santé et qui a également accepté d'être examinateur ce matin. Donc la présentation que je vais vous faire est un petit peu différente en fait, de celle qui a été proposée dans le mémoire. J'ai préféré focaliser sur certaines des parties recherche qui sont présentes dans le mémoire et je les ai présentées un petit peu différemment. Donc je vais commencer par une introduction sur les arbovirus et puis quelques explications pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément virologues et qui ne savent pas forcément ce que sont que les arbovirus, avec donc une première partie qui sera consacrée à la circulation des arbovirus en Polynésie française et dans le Pacifique. Dans chacune de ces parties, je décrirai donc les axes, activités de recherche qui ont été développées, ainsi que les publications scientifiques associées et les activités d'encadrement. Ensuite, donc, la seconde partie sera dédiée à la pathogénèse et à la clinique des infections, essentiellement à virus Zika. La troisième, à la séroprévalence des arbovirus dans le Pacifique. Quatrième partie sur les moustiques et la compétence vectorielle. Et la cinquième partie sur la dynamique de transmission des arbovirus et modèles. Et je finirai donc par les conclusions et les perspectives. Donc les arbovirus. Donc les arbovirus, le mot arbovirus est en fait né de la contraction du terme anglais arthropod borne virus, donc virus transmis par les arthropodes. On compte environ 500 arbovirus. Et 50 à 100 de ces arbovirus sont pathogènes pour l'homme. Parmi les arbovirus, on a plusieurs familles. Et dans cette famille, on a plusieurs genres. Aujourd'hui, j'évoquerai que deux de ces familles, qui sont celles des Flaviviridés et celles des Togaviridés. Et dans la famille des Flaviviridés, on a donc le genre Flavivirus. Et on se focalisera essentiellement donc, sur la dengue et le virus Zika pour les Flavivirus. Et dans la famille des Togaviridés, je parlerai de deux alphavirus, essentiellement le chikungunya, et j'évoquerai un petit peu le virus du Ross River. Donc tous ces virus sont transmis par des moustiques, les arbovirus pouvant également être transmis par d'autres types d'arthropodes, mais ceux dont je vais parler aujourd'hui sont transmis par les moustiques. Donc, le principe du cycle de transmission des arbovirus. Donc, les arbovirus sont maintenus en fait dans des cycles qui vont impliquer des réservoirs animaux à l'origine et des moustiques
qui se trouvent donc dans des forêts, donc qui sont entretenus dans des cycles selvatiques originaux. Et à un moment donné, la proximité entre l'homme et les forêts a permis à ces virus de passer d'un cycle sylvatique vers un cycle rural, puis du cycle rural vers un cycle urbain, dans lequel le réservoir principal devient l'homme et où la présence d'un réservoir animal n'est pas nécessaire pour que le cycle de transmission puisse se poursuivre et pour que le virus puisse continuer à se transmettre. Donc, petit rappel sur les arbovirus dont on va parler aujourd'hui. Donc, d'abord la dengue. Donc, comme je vous disais, la dengue est un flaviridé appartenant au genre Flavivirus. Il y a 4 sérotypes décrits. L'infection par un de ces sérotypes ne protège pas ou alors uniquement de façon temporaire contre les autres sérotypes. Il y a à l'intérieur de ces sérotypes plusieurs génotypes différents. Bon, les symptômes de la dengue, et c'est quelque chose que vous connaissez bien et que les gens d'ici connaissent bien aussi, sont essentiellement donc, fièvre aiguë, myalgie, arthralgie, maux de tête, ça peut s'accompagner d'un rash. On peut avoir dans certaines situations des signes hémorragiques qui peuvent être sévères ou pas. Et malheureusement, lorsque ces signes hémorragiques deviennent sévères, ils peuvent être accompagnés aussi d'une fuite plasmatique qui peut conduire au syndrome de choc et au décès. Donc au cours de cette dernière décennie, la dengue a continué en fait son expansion géographique, mais c'est l'un des premiers arbovirus décrits comme à l'origine d'épidémies humaines dans le monde, et c'est le premier arbovirus qui a vraiment été identifié comme étant une véritable problématique de santé publique globale. Et donc c'est un virus qui était présent dans déjà beaucoup des régions tropicales, presque toutes les régions tropicales en 2005, mais il a continué à s'étendre et on voit apparaître notamment, donc ici, ce qu'on voit apparaître en bleu, ce sont les zones dans lesquelles donc, des cas d'importation ont été décrits, et au fur et à mesure, ces zones qui connaissaient des cas d'importation ont vu arriver également donc, de la transmission autochtone. Nous allons également parler du chikungunya. Donc, le chikungunya est un alphavirus. Il existe sous la forme de 3 génotypes, ouest africain, est central sud africain, qui est en fait le génotype qui a causé la grosse épidémie dans l'océan Indien en 2005 et en 2006, et qui, suite à une mutation, a donné naissance à la lignée qu'on appelle aujourd'hui lignée océan Indien. On a également donc, un 3e génotype qui est le génotype asiatique, et qui est celui dont on parlera plus tard, puisque c'est celui qui a causé des épidémies dans la région. Donc les symptômes cliniques du chikungunya, fièvre aiguë, myalgie, arthralgie, j'aurais dû souligner arthralgie plutôt que myalgie, des maux de tête. Dans des situations de comorbidité, malheureusement, on peut avoir des situations de décès, et donc ont été rapportées des arthrites chroniques et destructives qui peuvent durer donc, plusieurs mois, voire plusieurs années. À partir de 2005, donc, je disais, le chikungunya, qui à l'origine était quand même plutôt circonscrit sur la zone Afrique et Asie, à partir donc, de l'épisode qu'il y a eu dans l'océan Indien, signé en fait le début d'une expansion géographique qui s'est poursuivie et qui a finalement abouti à l'émergence de grosses épidémies en Amérique latine et la dissémination du chikungunya également dans la zone Pacifique. Le virus Zika. Donc, le virus Zika a été peu connu jusqu'à très récemment. En 2005, il n'avait donc été rapporté que des cas sporadiques d'infection humaine en Afrique et un petit peu en Asie. Donc, le Zika appartient à la famille des flaviridés et au genre Flavivirus comme la dengue. 2 génotypes ont été décrits, donc un génotype africain et un génotype asiatique. Il cause donc des fièvres qui sont plus modérées que celles qu'on attend avec la dengue et le chikungunya, accompagnées donc de myalgie, arthralgie, mais surtout donc, un rash, et puis ça peut s'accompagner également de conjonctivite. On a vu récemment, au cours de ces dernières années et des émergences récentes, que le Zika pouvait causer aussi des troubles neurologiques plus sévères, notamment le syndrome de Guillain-Barré, et qui pouvait être à l'origine de malformations congénitales en cas de transmission verticale. Donc, à partir de 2010, le Zika a commencé à s'étendre un petit peu plus, et en particulier en 2007, il a causé à Yap la première, dans le nord du Pacifique, la première grosse épidémie jamais décrite de Zika. Et puis 6 années après,
débarqué en Polynésie française et causé en Polynésie française la plus grosse épidémie de Zika jamais décrite. Et en 2015, donc, il émergeait en Amérique latine. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, donc on va dire que les acteurs principaux de l'histoire d'aujourd'hui sont le moustique, l'homme et le virus. Donc finalement, que se passe-t-il pour qu'on se retrouve dans une situation où une maladie va commencer à se transmettre? Donc à un moment donné, un moustique infecté par un virus va rencontrer un individu sain qu'il va pouvoir infecter donc, au cours d'une prise de repas sanguin. Donc ces virus transmis par les moustiques sont transmis au cours d'un repas sanguin par un moustique femelle donc, infectant. La femelle, au cours de la prise de repas sanguin, va ingérer du sang et de la même façon, en même temps, va injecter de la salive qui va contenir des particules virales. Ces particules virales vont pouvoir infecter un individu qui, une fois infecté, va à son tour, au bout d'une semaine ou une dizaine de jours, pouvoir infecter d'autres moustiques, qui à leur tour vont pouvoir infecter d'autres individus. Et on se retrouve donc dans des situations d'épidémie où la maladie peut ensuite se disséminer à l'échelle régionale, voire à l'échelle globale, comme on a pu le voir récemment au niveau du Zika. Donc les différentes activités de recherche que je vais vous décrire aujourd'hui vont s'inscrire un petit peu dans ce schéma et je vais les prendre donc une à une en rappelant donc finalement à quel niveau on se situe dans ce schéma global. Donc la première partie, je vous le disais, s'intéressera à la circulation des arbovirus en Polynésie française et dans le Pacifique. La question étant, comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation où à un moment donné, un individu infecté arrive ici ou arrive dans le Pacifique? Comment est-ce que cet événement-là se produit? Et puis comment cet individu est ensuite, ou les individus sont susceptibles de se déplacer, ou les vecteurs, mais c'est quand même plus souvent les individus, de se déplacer et de disséminer la maladie à différentes échelles. Donc la deuxième partie sera consacrée à l'étude de pathogénèse des infections à virus Zika chez l'homme. Donc on va se concentrer en fait sur l'infection chez l'homme et j'évoquerai, mais de façon moins prononcée, les modes de transmission non vectorielle. La transmission non vectorielle et la transmission verticale de la mère à l'enfant au cours de la grossesse, sachant que des transmissions donc, par voie sexuelle ou par transfusion dans le cas du Zika ont également été décrites, mais c'était des projets auxquels j'ai été associée mais qui ont été coordonnés par le docteur Musso. La troisième partie, qui aurait dû apparaître en noir ici, s'intéressera à la séroprévalence des arboviroses dans le Pacifique. La quatrième partie sera focalisée sur les moustiques et la compétence vectorielle. Et dans la cinquième, cette fois-ci, on s'intéresse à l'ensemble en fait, de la dynamique de transmission des arbovirus et les modèles. Donc, circulation des arbovirus en Polynésie française et dans le Pacifique. Donc, jusqu'à très récemment, si je prends l'exemple de la Polynésie française, seul la dengue était reconnu comme étant le seul arbovirus reconnu comme étant à l'origine d'épidémies en Polynésie française, en l'occurrence, c'était la dengue, jusqu'en 2013. Grâce aux activités de recherche et aux programmes qui ont été, et la surveillance qui a été menée par l'Institut Louis Malardé dans les années antérieures, on avait déjà donc, une bonne idée des périodes de circulation de ces différents virus. Donc, ce que vous voyez sur cette frise sont les différentes années pour lesquelles des épidémies ont été répertoriées, et les carrés pleins sont les phases d'épidémie, et les carrés en transparence, les périodes de transmission endémique. Donc, contrairement aux régions continentale, tropicale. En Polynésie française, on a été pendant très longtemps dans une situation où on n'avait pas de co-circulation persistante des 4 sérotypes de dengue. Et finalement, les virus et les sérotypes circulaient de façon successive, sachant que finalement, pour que le premier événement ait lieu, il était absolument, et il est toujours nécessaire, que le virus soit introduit, puisque la Polynésie française ne possède pas, on va dire en son sein, les éléments nécessaires pour entretenir des cycles sylvatiques. Donc, une fois donc, que le virus est introduit, des analyses phylogénétiques qui avaient déjà été réalisées par le passé avaient permis de montrer que le même virus pouvait circuler un certain nombre d'années, jusqu'à être remplacé
par un autre sérotype de dengue épidémique ou éventuellement jusqu'à réémerger et causer une nouvelle épidémie avant de finir par s'éteindre. En 2013, on s'est trouvé dans une situation un peu inédite finalement, avec à la fois le virus dengue de sérotype 1, la dengue de sérotype 3 et le Zika, qui sont arrivés la même année en Polynésie française et qui ont été suivis donc, un an plus tard par l'introduction du virus du chikungunya. Donc, fort de cette circulation donc, des arbovirus pour lesquels on avait un certain nombre d'informations, mais pas tant d'informations que ça, un des premiers objectifs en fait, des orientations de recherche qui ont été données au laboratoire ont été d'essayer de considérer que la Polynésie française n'est pas un endroit isolé au milieu du Pacifique et donc il était important de réussir à pouvoir faire le lien entre les virus qui circulent en Polynésie française et ceux qui circulent dans le reste de la région. Une des problématiques essentielles dans le fait de pouvoir savoir ce qui circule dans le reste de la région est de pouvoir accéder à un certain nombre de données et à minima aux souches virales pour pouvoir savoir d'abord de quel sérotype de dengue il s'agit, puisqu'à l'époque on parlait essentiellement de la dengue, et puis ensuite pouvoir éventuellement savoir d'où ce virus de dengue a été introduit. Donc pour pouvoir se poser pour pouvoir avancer sur cette question de d'où viennent les virus qui circulent dans le Pacifique et comment est-ce qu'ils circulent, un élément qui nous permet en fait de répondre à cette question constitue à étudier la génétique et à faire ce qu'on appelle des analyses de phylogénétique virale. Donc il s'agissait de réussir à avoir les souches et puis de réussir sur la base du matériel reçu, de séquencer partiellement et si possible complètement le gène d'enveloppe et d'essayer de voir quel était le lien de parenté entre les virus qui circulent en Polynésie française et ceux qui circulent dans le reste de la région. La problématique essentielle étant finalement d'avoir accès à ces virus étant généralement chez les patients et ces patients étant donc dans ces différents états du Pacifique. Sachant que sur place, les laboratoires n'avaient pas tous et la plupart n'avaient pas la possibilité de travailler de façon approfondie, ne serait-ce même de sérotyper ces virus de dengue. Donc pour pouvoir travailler sur ces virus, on a décidé de mettre en place un protocole qui est en fait un protocole assez simple, mais on n'avait pas l'assurance au départ que ça pourrait marcher, qui consistait à utiliser des papiers buvards sur lesquels on a demandé aux laboratoires de la région, lorsqu'ils avaient donc, des cas suspects de dengue, de déposer le sérum sur le buvard et de nous les envoyer à température ambiante. Et ils ont accepté de le faire puisqu'en contrepartie, on leur proposait de façon immédiate de renforcer leur surveillance en leur donnant une information précise sur le sérotype de dengue qui circulait dans leur pays et qui était à l'origine d'une épidémie. Donc ce faisant, entre 2007 et 2016, la quantité de données accumulées sur les arbovirus circulant dans la région est allée croissant. Et puis la circulation des virus est allée croissant aussi. C'est pas que parce qu'on cherchait, c'est aussi parce qu'il se passait quelque chose. Donc en 2007, je vous rappelle, donc, première épidémie de Zika sur l'île de Yap, de la dengue 2 dans le nord du Pacifique, de la dengue 4 aux îles Salomon, de la dengue 1 toujours chez nous en Polynésie française, puis on en a redonné un peu à la Nouvelle-Calédonie. En 2008, essentiellement dengue 4. En 2011, première détection du chikungunya dans le Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Et au fur et à mesure, donc, on voit que la circulation des arbovirus est devenue de plus en plus complexe, avec donc les ronds représentent les dengues, avec les différents sérotypes. Les triangles représentent le chikungunya et les carrés roses le Zika. Donc on se retrouve aujourd'hui, enfin on va dire depuis 2013, dans une situation où on a une co-circulation extrêmement importante de tous ces différents virus. Et il se trouve qu'une bonne partie de ces informations a pu être obtenue. Donc tout ce qui est encerclé, ce sont des épidémies pour lesquelles on a réussi à caractériser le virus impliqué sur la base de l'utilisation d'échantillons envoyés sur buvard. Et puis dans le cas du Zika, on a également, donc, en plus des échantillons sanguins, associé l'utilisation des couvillons de salive sèche. Alors, quel intérêt pouvions-nous tirer de pouvoir à la fois avoir accès à ces virus
enfin à cette source de génome de virus pour pouvoir faire nos analyses phylogénétiques. Donc la première information, c'est qu'on pouvait réussir à mettre une étiquette sur une épidémie. Donc en termes de santé publique, on avait donc une donnée supplémentaire. Et le deuxième type d'information qui nous intéressait ensuite, c'était de réussir à faire donc, des analyses phylogénétiques et essayer de voir s'il y avait donc un lien de parenté entre les différents virus qui ont été isolés dans la région. Donc je sais que c'est flou, l'objectif était que vous lisiez l'arbre. Donc en fait on montre, on va dire, des arbres phylogénétiques sur la base de ces virus qu'on a séquencés, on les compare avec des virus qu'on a obtenus dans plusieurs de ces îles, et puis avec des séquences qui sont disponibles sur d'autres virus qui circulent également dans la région. Et ce qui nous intéressait était de voir, en le faisant pour tous les virus qu'on avait isolés sur cette période, si on trouvait en fait des similitudes, ou en tout cas des groupes d'États ou d'îles pour lesquels les virus étaient de façon systématique plus proches. Donc on a fait cet exercice pour la dinguin. Donc le génotype 4 est celui qui a circulé à partir de 2001 et jusqu'en 2009 en Polynésie française. Et la Nouvelle-Calédonie a reçu un nouveau génotype en 2012 qu'elle a partagé avantageusement avec nous. Donc on se rendra compte après, au fur et à mesure des arbres, qu'il y a entre les différents types de virus des groupes qui ressortent avec avec un certain nombre d'hypothèses pour expliquer pour quelles raisons on a ces groupes d'îles qui présentent en fait des virus proches, indépendamment qu'il s'agisse de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Un autre intérêt aussi avec ces analyses phylogénétiques, en dehors de la compréhension de la dissémination des virus à l'échelle régionale, était aussi de savoir d'où ils étaient introduits. Donc il se trouve que dans certaines situations, on avait l'information parce que la surveillance était suffisamment efficace pour identifier le premier foyer et le premier cas. Ça a été le cas par exemple pour le chikungunya, où finalement l'analyse phylogénétique nous a montré que le chikungunya qu'on a eu et qui a été à l'origine de l'épidémie en Polynésie française avait été introduit de la Caraïbe. Mais il se trouve que le premier cluster de cas de chikungunya, l'information sur un retour de voyage de la Caraïbe était également disponible. Donc, grâce à toutes ces informations, on a pu dresser, on va dire, sur la carte, les sources, on va dire, préférentielles d'introduction des virus dans la région. Donc, on voit que, essentiellement, les virus proviennent ou du sud-est asiatique ou de l'Indonésie. On a donc les différents sérotypes de dengue avec les différentes sources d'introduction. Et une fois donc introduit, le virus se dissémine dans la région. Et on a en fait une entrée particulière qui est celle de la Polynésie française avec des virus qui nous viennent d'Amérique latine. Donc ça, c'est pour la dengue. Pour le chikungunya, on a eu donc deux phénomènes. Le premier, c'était la détection du chikungunya donc proche d'autres souches identifiées en Asie, en Nouvelle-Calédonie. Puis ensuite, il y a eu donc une épidémie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui était causée par un génotype différent. Et ensuite, on a donc une autre, on va dire, une autre introduction d'Asie sur l'île de Yap, qui était à l'origine de l'épidémie en 2013, et une autre introduction donc, du chikungunya de la Caraïbe, qui a été à l'origine de l'épidémie de 2014. Dans le cas du Zika, les analyses phylogénétiques nous ont permis de montrer qu'il est plus probable que l'épidémie de Zika en Polynésie française ait été causée par un autre phénomène d'introduction que celui qui a été à l'origine de l'épidémie de Yap en 2007. Puis le virus s'est ensuite répandu dans la région avant que le Zika apparaisse en Amérique latine. Donc toutes ces informations nous permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a donc des sources diverses, essentiellement Asie et Sud-Est asiatique pour les virus dans le Pacifique, et puis l'Amérique latine pour la Polynésie française, et qu'il y a également un gradient en fait, de dissémination des virus une fois qu'ils sont introduits. Et ça, on l'a à la fois par les données de phylogénétique, mais aussi par le timing en fait, de succession des épidémies dans la région. Elles n'ont pas eu lieu toutes en même temps, même si elles sont causées par le même virus. Et on a à la fois donc, un gradient nord-sud,
et un gradient ouest-est dans la manière dont les virus se distribuent, avec des épidémies qui démarrent ou dans le nord, souvent c'est État fédéré de Micronésie ou île Salomon, et puis ensuite donc, qui se dissémine dans la région quand il n'y a pas d'introduction directe ou vers la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. Et ce qu'on a pu identifier comme hypothèse possible pour le rapprochement de certaines îles ou de certains groupes d'îles, c'est la fréquence des échanges aériens, bien entendu, et aussi l'existence, on va dire, d'un lien culturel ou politique entre les États qui facilite les échanges et qui est à l'origine donc d'une source d'introduction. Et c'est ce qui explique que la Polynésie française soit une source d'introduction, enfin pas une source d'introduction, un point d'entrée de virus à l'origine originaire d'Amérique latine, puisqu'ils viennent en fait des départements français d'Amérique. Donc ces différentes études ont été valorisées dans le cadre d'articles scientifiques, donc un peu plus près d'une vingtaine. Et dans le cadre de cet axe, donc, un certain nombre d'activités d'encadrement ont été réalisées. Donc j'ai co-encadré deux étudiants en master qui étaient dirigés en master par le professeur Xavier de Lamballerie, donc Élodie Desclous qui est là d'ailleurs, et ensuite Maïté Aubry. Et j'ai ensuite encadré donc, récemment une autre étudiante de l'Université de Montpellier. Ensuite, dans le cadre d'un programme coordonné sur la région Pacifique, donc une étudiante de Fidji, inscrite à l'University of the South Pacific, a également réalisé son master dans le cadre des programmes coordonnés. Enfin, une doctorante, donc Maïté Aubry, a réalisé sa thèse sur l'épidémiologie moléculaire des virus dans la région Pacifique, et c'est elle qui a fait tout ce travail sur l'utilisation des buvards pour la surveillance régionale. Enfin, récemment, j'ai également donc, encadré une étudiante en thèse de pharmacie qui s'intéressait au rôle du pharmacien dans la prévention des arboviroses. À nouveau, dans le cadre de cette thématique, nous avons accueilli à l'ILM, nous accueillons à l'ILM des stagiaires. Donc, on a reçu une stagiaire, donc technicienne de la Mataica House, qui est responsable en fait de la mise en place des outils pour la surveillance des arbovirus. Elle est venue donc à l'Institut pour se former. On a tenté d'obtenir les fonds pour pouvoir faire venir également une technicienne des Samoa. Malheureusement, la bourse n'a pas été retenue. De la même façon, j'ai aussi, sur requête de l'OMS, fait des déplacements à Fidji pour essayer de les aider dans la mise en place de leur surveillance dengue, avec la mise en place d'un protocole de PCR en temps réel pour la détection des différents sérotypes de dengue. Et puis des workshops ont été organisés. Dans le cadre de ces workshops, il y avait une demi-journée ou une journée en fait, de formation ou à minima d'observation sur les outils moléculaires utilisés, et en particulier l'utilisation des buvards, puisqu'on voulait que les gens du Pacifique puissent voir de quelle manière les échantillons envoyés à l'Institut étaient ensuite traités. Donc, nous allons maintenant passer à ce qui se passe chez l'humain, et en particulier dans le cadre des infections à virus Zika. Donc, lorsque le Zika a causé donc, cette épidémie en Polynésie française, la raison pour laquelle on a assez rapidement pensé à ce virus et qu'on avait commencé à travailler avec le reste de la région et qu'on avait commencé à travailler avec cette surveillance buvard. Et comme on savait que IAP avait été touché par une épidémie de Zika en 2007, on s'est dit que ce serait peut-être quand même intéressant que la technique de détection soit quand même en place à l'ILM au cas où ce virus commencerait ensuite à circuler. Ce qui fait que finalement, en 2013, quand on s'est trouvé dans la situation avec de plus en plus de cas de syndrome dengue-like, mais chez des personnes qui étaient persuadées ou pour lesquelles on avait la confirmation qu'il y avait déjà eu une infection par le sérotype circulant, on s'est mis à chercher autre chose. Donc on a cherché le chikungunya en premier lieu, West Nile, et finalement on a cherché le Zika et on a trouvé le Zika.
Et la Polynésie française donc, a connu la plus grosse épidémie de Zika jamais décrite à l'époque. Et on s'est trouvé devant beaucoup d'inconnus finalement parce qu'il y avait très peu d'informations disponibles sur le virus. Et assez rapidement, donc, on s'est organisé pour essayer d'améliorer, en tout cas d'améliorer nos outils pour la détection et pour le diagnostic du Zika. Donc toutes les activités en fait, d'amélioration diagnostique ont été coordonnées par le docteur Musso. Sur un des exemples, c'est le fait d'avoir comparé la détection du virus Zika à la fois dans la salive et dans le sang et de constater qu'il était possible qu'à certains moments, le virus soit encore présent dans la salive alors qu'il disparaissait dans le sang. Ensuite, quand le Zika a continué à causer des épidémies ailleurs, d'autres équipes ont montré ailleurs que d'autres fluides, et notamment l'urine, donc l'IPNC a montré que le virus Zika pouvait également se trouver dans l'urine. Donc, je vais me focaliser maintenant un petit peu sur l'infection Zika en elle-même. Donc, cette épidémie était quelque chose de nouveau. Elle a été, on va dire, explosive. Et puis surtout, on s'est aperçu, et ça c'était absolument quelque chose qui n'était pas attendu, que l'infection était moins bénigne qu'elle ne l'avait été documentée jusqu'alors. Et quelques semaines après le début de l'épidémie, donc là, sur le graphe, vous avez en fait les cas confirmés et les demandes de confirmation par biologie moléculaire du Zika, mais ça permet en fait d'identifier un petit peu le timing et le profil de l'épidémie. Et quelques semaines après le début de l'épidémie, on a vu apparaître des cas de Guillain-Barré. Donc, elles ne sont pas aux mêmes échelles. Donc, j'ai agrandi en fait l'échelle du nombre de cas juste pour montrer que cette épidémie de Guillain-Barré était vraiment concomitante avec celle du Zika. Donc, assez vite, les cliniciens se sont inquiétés de cette situation puisqu'on arrivait à un nombre de cas qui était multiplié par 20 par rapport à l'incidence habituelle du Guillain-Barré. Et donc les choses se sont organisées pour essayer de documenter le lien entre le Zika et le Guillain-Barré. L'entreprise a été particulièrement difficile parce que les gens qui ont déclaré un Guillain-Barré à l'hôpital n'étaient plus virémiques, qu'on avait de façon concomitante à la circulation du Zika aussi de la dengue 1 et de la dengue 3, et qu'il fallait réellement réussir à apporter le maximum de preuves et faire le maximum de tests de laboratoire pour pouvoir apporter la preuve que ces cas de Guillain-Barré étaient bien dus au Zika. Donc grâce à une collaboration étroite entre l'Institut Pasteur, la Direction de la Santé, le CHPF, l'Université de la Pitié-Salpêtrière, l'Université de Glasgow et l'ILM, on a pu réaliser cette étude cas témoin qui a abouti en début 2016 à une publication qui a été extrêmement attendue par la communauté, puisque entre-temps, pendant que nous, on travaillait sur la documentation de ces cas, le virus Zika a commencé à circuler en Amérique latine. L'émergence du Zika en Amérique latine a surtout été marquée par la survenue concomitante à l'épidémie d'un nombre absolument inattendu de cas de malformations congénitales et en particulier de microcéphalie. Et c'est ce qui a conduit à ce qu'en l'espace de quelques mois, l'OMS décide de faire passer le Zika, qui à l'origine pouvait être considéré comme une maladie tropicale négligée, de ce statut-là à celui de problématique de santé publique internationale. Donc ça s'est fait dans un temps très court et ça s'est fait à une période à laquelle nous avions, nous, en Polynésie française et dans le Pacifique, commencé à collecter un certain nombre d'informations. Donc à cette période, on a été extrêmement sollicités, que ce soit par les journalistes, que ce soit par la communauté scientifique, que ce soit par les collaborateurs, pour apporter un maximum d'informations sur ce qui s'était passé en Polynésie française et ce qui se passait dans la région. Dans le même temps, l'information et l'annonce de ces cas de microcéphalie a également servi on va dire, c'était l'élément dont manquait l'hôpital et la direction de la santé
pour faire le lien entre entre une augmentation également de cas de malformations congénitales observées ici en Polynésie française. Et donc c'est le docteur Bénard qui a demandé l'appui de la direction de la santé de l'OMS pour essayer d'investiguer et comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cette augmentation de cas, sachant que comme les cas de malformation arrivaient après l'épidémie de Zika et que c'est quelque chose qui n'avait pas été décrit et que le Zika n'avait pas encore émergé en Amérique latine, le lien n'était pas évident. Donc assez rapidement, le docteur Bénard s'est organisé avec la direction de la santé, le CHPF, l'Institut Pasteur et sur requête de l'OMS, et ils nous ont demandé de nous associer à cette étude pour documenter le lien de causalité entre les malformations congénitales observées ici en Polynésie française et le Zika. Donc c'est une étude qu'on a menée rétrospectivement parce qu'entre-temps, le temps s'est écoulé entre le moment où ces cas ont été décrits et le moment où on a pu lancer l'étude. Donc là, actuellement, c'est une étude rétrospective qui consiste à faire des sérologies chez les mères et de déterminer si la sérologie Zika chez les mères dont les enfants ont présenté des malformations est plus élevée que chez celles pour lesquelles aucune malformation congénitale n'a été observée chez les enfants. Donc c'est en cours. Donc, dans le cadre de la pathogénèse et des cliniques et la clinique des infections à virus Zika, donc un certain nombre d'articles ont été publiés. Donc là, je montre que les articles qui sont en lien direct avec ces études. On a par ailleurs, au moment de l'épidémie de Zika, été très sollicité par d'autres collaborateurs, notamment pour le partage de la souche et pour la participation à un partage d'expertise pour d'autres activités de recherche plus fondamentales que je ne décris pas ici puisqu'elles ne sont pas directement des programmes que j'ai coordonnés. Donc maintenant, on va rapidement parler de la séroprévalence des arbovirus dans le Pacifique. L'idée de mettre en place des études de séroprévalence, je pense que beaucoup d'épidémiologistes et beaucoup de chercheurs avant nous l'avaient déjà eu. Sauf qu'il se trouve que les outils sérologiques pour réaliser ces études étaient pendant très longtemps extrêmement imparfaits et qu'il était très difficile de distinguer les différents virus et en particulier la dengue, de déterminer quelle était l'exposition réelle d'un individu aux différents virus de la dengue au cours de sa vie, liée en fait à la présence de réactions croisées et le fait que ces virus soient quand même très proches. Il se trouve que l'Institut Pasteur de Paris avait commencé à mettre en place un protocole basé sur l'utilisation d'antigènes recombinants. Et lorsqu'on a eu l'idée de lancer cette étude de séroprévalence en Polynésie française, sachant que la problématique était bien moins complexe que dans d'autres régions continentales, parce que chez nous, on avait une idée très précise en fait, du timing de succession des circulations des différents virus, on s'est rapproché de l'Institut Pasteur qui a accepté de partager cette technologie. Et grâce à ça, on a pu mettre en place les études de séroprévalence de la dengue et on y a associé à ce moment-là également les autres arbovirus, le chikungunya et des virus susceptibles d'avoir circulé à bas bruit ou d'être à l'origine d'épidémies dans la région. Et le timing de mise en place de ces études, au final, a été particulièrement intéressant parce qu'on s'est retrouvé à collecter les patients dans les périodes qui ont encadré les différentes épidémies. Donc, à côté d'une étude de séroprévalence qu'on a envisagée à la fois dans la population générale et chez les enfants, le docteur Musso a proposé également donc, une étude de séroprévalence chez les donneurs de sang. Et on va voir que finalement, les informations collectées à l'occasion de ces différents échantillonnages vont être particulièrement importantes dans la compréhension de la dynamique de transmission et ont été particulièrement importantes aussi pour valider les outils de sérologie qui nous ont permis ensuite de documenter les cas cliniques. Donc, l'étude de séroprévalence chez les donneurs de sang a été réalisée sur des patients, enfin sur des personnes qui avaient donné leur sang jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2013. Donc avant l'émergence du Zika et avant l'émergence du chikungunya. Et il se trouve que si on se concentre sur le Zika, la prévalence du Zika était près de 0%. Dans le même temps, on avait planifié des phases de collection de sang pour les autres études de séroprévalence. Et une première collecte qui avait été à l'origine planifiée pour début 2013 a été repoussée en raison de la survenue de l'épidémie de Zika.
Donc après l'épidémie de Zika, une collecte a été faite dans les 5 archipels de Polynésie française et la prévalence du Zika mesurée en fin d'épidémie était de 49%. Dans le même temps, à côté de la population générale, une collecte de sang avait également été prévue chez les enfants scolarisés, donc de 5 à 15 ans, puisqu'à l'initiale, on s'intéressait aussi à la dengue et qu'on avait besoin en fait, de connaître de façon plus précise quelle était la prévalence dengue dans cette tranche d'âge en perspective de la sortie des prochains vaccins dengue et de la possibilité de la mise en place, ou en tout cas d'un choix à faire sur la mise en place ou non de campagne vaccinale. Et chez les enfants, on s'est aperçu que la séroprévalence était plus élevée. En novembre 2015, on a fait une dernière collecte qui nous a permis en fait, d'évaluer que globalement, la prévalence Zika était de moins de 30%. Et là, on s'est aperçu finalement qu'on avait une tendance, même si ce n'était pas significatif, à la décroissance de la prévalence Zika, ce qui a soulevé un certain nombre de questions que je vais développer maintenant. Donc, on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait cette baisse de prévalence. Et une des premières hypothèses serait que le background dengue et le fait que la population ait été préalablement exposée à la dengue ait pu avoir un impact. Donc soit des phénomènes de protection croisée qui expliqueraient aussi qu'on ait des différences entre la population générale, pour qui l'âge médian était à peu près de 40 ans, comparé à la prévalence observée chez les enfants, et puis peut-être aussi des phénomènes de séroconversion incomplète au Zika, ou en tout cas de difficultés de séroconversion au Zika liées à la présence des anticorps anti-dengue. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument continuer à documenter, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de questionnements sur d'abord le délai et la durabilité des anticorps et de l'immunité suite à l'infection Zika, et en particulier pour des populations qui sont dans des zones qui ont été récemment affectées par le Zika. Dans le même temps, on a eu, un an après le Zika, l'épidémie de chikungunya, ce qui fait que ce recrutement en population générale nous a également permis, pour le coup, de faire l'étude de séroprévalence post-épidémie pour le chikungunya. Toutes ces études de séroprévalence et les données recueillies permettant également de déterminer l'incidence réelle d'une épidémie, puisque finalement le nombre de cas détectés au moment de l'épidémie reste une petite partie de l'iceberg. Donc, les résultats ont été publiés pour le Zika. On a un article qui est en cours de révision sur la prévalence du Ross River. Donc, préalablement, l'étude chez les donneurs de sang conduite par le Dr Musso avait permis de montrer qu'il y avait chez des donneurs de sang une prévalence Ross River aux environs de 30%. Et là, sur la base des analyses qu'on a faites sur les nouveaux prélèvements en population générale, on confirme les observations qui avaient été faites préalablement chez les donneurs de sang. On a donc un article qui est également en cours de finalisation pour la prévalence chikungunya et la prévalence dengue. Mais dès aujourd'hui, on peut vous dire que la prévalence chikungunya, elle, est près de 80%. Donc les gens ont été non seulement infectés par le chikungunya, donc dans une proportion élevée, mais en plus les anticorps pour l'instant sont très bien détectables. À côté de ces études de séroprévalence menées en Polynésie française, on a étendu notre champ d'intervention à d'autres îles du Pacifique et en particulier Fidji. La raison pour laquelle on a décidé donc de voir ce qui se passe également ailleurs, et on a pris on a fait le choix d'aller dans des régions un petit peu plus complexes, c'est que l'utilisation des outils de sérologie dans notre contexte à nous avait permis de confirmer que les protéines recombinantes, et en particulier les protéines recombinantes donc du format ELISA passées au format Luminex, nous donnaient de très bons résultats. Donc toutes les analyses sérologiques qu'on a faites dans le cadre des études de séroprévalence et dans le cadre de nos études cliniques ont été réalisées à la fois avec cette nouvelle technologie Luminex basée sur l'utilisation des antigènes recombinants élaborés par l'Institut Pasteur et des séroneutralisations, dans un contexte où les données épidémiologiques étaient extrêmement fiables, ce qui nous a permis donc d'envisager étendre ces études de séroprévalence à d'autres régions et en particulier Fidji.
donc où on travaille en collaboration avec la London School of Tropical Medicine and Hygiene et le ministère de la Santé à Fidji, puisqu'ils avaient eux déjà planifié une étude de séroprévalence de la dengue. On a mis en fait le protocole à disposition et en même temps on a étendu le champ d'études aux autres virus et en particulier au Zika. Et les données dont on dispose aujourd'hui nous permettent d'affirmer, ou en tout cas de conclure, que le Zika aurait circulé à Fidji bien avant les premiers cas détectés. Donc ici, en fait, un rappel des publications scientifiques qui ont été publiées ou qui sont donc en cours de révision sur les études de séroprévalence. Dans le cadre de ces études, donc, une étudiante en master a travaillé sur le test de microséroneutralisation. Et on a également donc, une personne de Fidji qui est en fait le référent national pour les maladies infectieuses à Fidji qui a travaillé sur ces études de séroprévalence arbovirose à Fidji dans le cadre d'un programme régional et donc il est inscrit à l'Université du Pacifique Sud. Donc je vais bientôt terminer. Donc moustiques et compétences vectorielles. Donc bien entendu, on n'a pas d'épidémie sans moustiques et on a donc 2 espèces de moustiques en Polynésie française, Aedes aegypti qui est également présent dans le reste du monde et Aedes polynésiensis, donc qui est une espèce indigène présente dans le triangle polynésien. Et on s'est intéressé donc à la compétence vectorielle de ces 2 espèces, d'une part pour le virus du chikungunya. Donc tout ce travail de compétence vectorielle, dont je remercierai les personnes après, ont été faits par le docteur Vaya Richard, nous ont permis de confirmer que notre Aedes aegypti et notre Aedes polynésiensis sont bien capables de transmettre le chikungunya, même si pour Poly, la compétence vectorielle mesurée en laboratoire est un petit peu moins efficace qu'avec Aedes aegypti. C'est un gros travail, ça a été un très gros travail parce que travailler sur des espèces qui ne sont pas des espèces de laboratoire qu'on a maintenues le plus faiblement possible, pour lesquelles le nombre de générations de maintenance en laboratoire a été réduit au maximum pour être le plus représentatif de ce qui se passe dans la nature est extrêmement complexe, en particulier pour Aedes polynésiensis qui n'accepte pas de boire du sang qu'on lui donne dans un tube. Donc il a fallu beaucoup d'imagination de la part de Vaya pour réussir à infecter de grosses quantités d'Aedes polynésiensis. Parallèlement, donc, le protocole était en place et on a également réalisé donc, les études de compétences vectorielles pour Zika. On n'a pas pu aller jusqu'à trouver du Zika dans la salive d'Aedes polynésiensis parce que malheureusement la durée de vie en laboratoire pour Aedes poly et en tout cas le taux de survie était moins bon qu'avec Aedes aegypti, mais on a pu démontrer donc Aedes polynésiensis était tout à fait capable de répliquer le virus. Culex quinquefasciatus, c'était une grande histoire. Je pense une grande déception pour certaines personnes qui étaient persuadées que peut-être il pourrait jouer un rôle. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, mais en tout cas quand on a réalisé nos expérimentations à nous, donc Vaya a confirmé ce qui avait été quand même décrit par ailleurs, c'est que dans des conditions expérimentales équivalentes à celles utilisées pour Aegypti et polynésiensis, on ne trouvait pas de dissémination et de transmission du Zika chez Culex quinquefasciatus. Donc ça vient d'être accepté à publication. Donc les publications scientifiques associées sur ce volet-là. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet des modèles, donc la dynamique de transmission des arbovirus et modèles. Donc l'objectif est d'essayer d'avoir, sur la base des données qu'on possède, une vision globale de la manière dont les virus se transmettent. Donc là, le projet que je souhaiterais mettre en avant, c'est celui en fait, d'un étudiant en thèse qui a soutenu sa thèse lundi. Et qui en a parlé certainement beaucoup mieux que je vais le faire là. Donc, on va dire, pour dire très simplement, ce projet avait pour objectif d'essayer de comprendre comment il était possible que dans une population qui fasse 270 000 habitants, lorsqu'un virus de dengue est introduit et cause une épidémie, il ne finisse pas à un moment donné par arrêter de circuler. Et qu'il puisse circuler comme ça pendant 5-6 ans, jusqu'à même réémerger et causer une nouvelle épidémie. Et donc nos amis écologistes de l'Institut Pasteur de Paris ont alors eu une hypothèse intéressante
qui était tiré de l'idée que la Polynésie française présentait une géographie fragmentée et que quelque part cette géographie fragmentée se traduisait par des petites populations un petit peu partout éparpillées et qu'on pouvait utiliser le modèle écologique dit de la métapopulation pour expliquer la persistance de la dingue. Donc la métapopulation, c'est quoi? C'est l'idée que quelque part, vous avez plusieurs éléments qui vont interagir les uns avec les autres pour avoir un tout. Non, c'est pas très clair ce que je dis. De façon plus simple, l'idée était que la persistance de la dengue est liée au fait qu'au moment où un virus se retrouve dans une situation où il n'y a plus assez d'hôtes susceptibles à l'endroit où il se trouve, finalement, il puisse être entretenu dans d'autres îles, jusqu'à ce qu'entre-temps, dans l'île où la population susceptible était plus suffisamment importante, le seuil augmente et finalement le virus est réintroduit et peut comme ça finalement circuler en passant et en étant entretenu de façon successive dans le temps dans différentes îles de Polynésie française. Ce travail a été un énorme travail de collecte de données. Parce qu'on est remonté en fait aux données de cas qui étaient dans les répertoires mangés par les rats pour essayer d'augmenter en fait la série de données sur laquelle on pouvait travailler. En plus, il nous fallait donc les données de migration, l'idée étant que finalement cette persistance de la dengue est liée au fait que les gens puissent bouger, mais pour bouger, il faut qu'ils puissent prendre des avions ou des bateaux. Donc il y a eu un gros travail aussi de collecte de données auprès des compagnies aériennes, de la direction de l'aviation civile, de la direction des affaires maritimes, pour pouvoir essayer de faire le lien entre ce qu'on connaissait d'observer de la dynamique des épidémies en Polynésie française, adossé aux données de migration et sur la base de cette grosse base de données, donc un modèle a été construit qui a été donc calibré sur la période 2001-2009 et on a pu reproduire l'épidémie de 2001. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans le perfectionnement de ce modèle, mais il est clair que toutes ces données qui ont été produites dans le cadre de ce projet sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir continuer à avancer et surtout, encore une fois, elles tiennent compte d'un contexte vraiment particulier qui est celui de la Polynésie française où on a des informations extrêmement précises. Voilà, donc les articles associés et donc un doctorant qui a soutenu brillamment sa thèse lundi dernier. Donc je vais conclure en rappelant donc brièvement les programmes, juste en rappelant que tout le travail qui a été montré ici s'est fait dans le cadre de différents programmes qui se sont succédés dans le temps. Et quand vous regardez les périodes, ces différents programmes se chevauchent. Les objectifs sont également liés les uns aux autres. Et souvent, les partenaires des premiers programmes ont été inclus dans les programmes suivants. Parce que finalement, on a tous réussi à très très bien travailler ensemble. Donc ça, c'était le premier programme qui était un petit peu focalisé sur l'épidémiologie moléculaire de la dengue dans le Pacifique. Ensuite, donc, les programmes de séroprévalence pacifique qui ont ensuite été, pour lesquels la technologie disponible a été particulièrement utile pour documenter les cas de Guillain-Barré, pour réaliser les sérologies pour les cas de pour documenter les malformations congénitales et également pour réaliser les études de séroprévalence à Fidji. Donc l'étude METAPOPDEN qui est en fait l'étude de modélisation de Johan Tessier. Le programme ISID Pacifique qui est en fait le programme régional qui a contribué à financer aussi toute cette activité de surveillance et de collecte de données dans la région qui nous ont permis donc, de réaliser les analyses de phylogénie. Et le programme R0 Pacifique, qui est un programme qu'on vient de lancer, pour lequel on a reçu un petit financement, donc pour l'instant du Fonds Pacifique, qui nous a permis en partie de nous réunir, ou en tout cas plusieurs d'entre vous, que l'on puisse se réunir au cours de ces 3 jours de workshop, et donc une requête de financement qui est en cours auprès de l'ANR pour pouvoir avancer davantage sur ce projet. L'idée étant d'essayer d'évaluer quel est le risque en fait, de réapparition du Zika et de l'émergence de nouvelles épidémies de Zika dans la région Pacifique, mais sachant qu'on est 2 ans en amont de ce qui se passe dans le reste du monde, les informations que nous, on pourra apporter sur le délai nécessaire pour que la population se renouvelle et qu'une épidémie ait lieu pourra être utile également à d'autres régions. Donc, un petit bilan très académique, puisque c'est quand même pour avoir l'HDR.
Donc au total, j'ai coordonné donc 6 programmes de recherche, réalisés donc en partenariat en tant que référent pour l'Institut Malardé 4 projets. Donc au total, il y a eu 10 projets coordonnés. Donc les encadrements de thèse en doctorat. Donc les 2 doctorants sont ici et ont eu leur thèse, qui est quand même une bonne nouvelle. Une thèse d'exercice en pharmacie. Elle a aussi soutenu sa thèse brillamment. Elle a eu un prix. Donc je ne sais pas si ça compte. Ensuite, donc 2 masters recherche de Fidji. Ça a été vraiment très compliqué cette histoire parce que encadrer des étudiants qui ne sont pas francophones, il a vraiment fallu qu'on réussisse à trouver on va dire une façon de s'organiser pour que ça marche bien. On a reçu le soutien de l'ambassade de France à Fidji qui a accepté de prendre en charge la mission de ces 2 personnes qui sont allées à l'Institut Pasteur et qui ont vu la Tour Eiffel. Ensuite, donc 3 étudiants en Master 2, une étudiante en Master 1, des étudiants en licence, essentiellement l'Université de la Polynésie française. Donc recevoir des étudiants en licence, c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous parce que les temps de stage sont extrêmement courts, ils ont souvent un peu d'expérience, voire pas du tout en laboratoire. Donc c'est un gros investissement et c'est surtout un gros investissement de la part de l'équipe technique. Mais on arrive à trouver des perles et on en a une qu'on essaie de garder désespérément, je ne sais pas où elle est, qui est venue faire son stage de licence et qu'on essaie désespérément de garder depuis parce qu'elle fait un travail merveilleux. Donc au total, 13 étudiants encadrés. Donc au niveau des publications, donc 7 en premier auteur, 16 en dernier auteur, 2 en unique auteur, 21 en co-auteur et 46 au total. Et puis les financements quand même, hein, parce que les idées c'est bien, mais si on n'a pas l'argent pour les mettre en application, ben, ça reste un vœu pieux. Donc pour l'instant, il y a eu 3 tentatives de requête de financement auprès de l'ANR. Il y en a une qui a été acceptée, une pour laquelle on a pu soumettre un projet détaillé. Donc j'espère que le projet détaillé sera accepté. 2 tentatives infructueuses auprès de l'Europe. Donc 7 au Fonds Pacifique. Le Fonds Pacifique marche bien. Je crois qu'on a les arguments pour expliquer que nos actions font rayonner la francophonie dans la région. Ministère de l'Outre-mer, donc là les crédits se sont un petit peu étiolés au cours de ces dernières années. Le contrat de projet était à Polynésie française, qui a aussi soutenu en particulier la grosse étude de séroprévalence qui a été menée dans la région. D'autres petites sources de financement comme le GOPS, un soutien de l'OMS aussi pour l'activité de surveillance régionale arbovirose, et puis des requêtes déposées en partenariat, donc 2 auprès du GOPS et de l'OMS qui ont été accordées, une infructueuse auprès de l'ANR, 4 au Fonds Pacifique acceptées, une acceptée, en fait le programme DEN-FREE dans lequel nous avons pu être accueillis, et donc un financement en collaborateur ou en partenariat à la Wellcome Trust pour le travail fait à Fidji. Donc voilà, je pense que je vais garder cette diapo-là pour les questions, éventuellement. Parce que je crois qu'il faudra un grand moment pour vous la présenter. Mais c'est un petit peu pour expliquer les perspectives de recherche maintenant. C'est-à-dire qu'avec tout le travail qu'on a fait, on s'est aperçu qu'il fallait, ou en tout cas on avait réussi à tenir compte de la richesse de la Polynésie française et du Pacifique en essayant de prendre en compte le contexte particulier dans lequel on se trouve, sans jamais perdre de vue qu'on continue à avoir une mission de santé publique et il ne faut pas que la recherche soit déconnectée des activités de santé publique, ni localement, ni au niveau de la région. Et la grosse difficulté a été de toujours essayer de maintenir cet équilibre entre les choix d'orientation de recherche, la santé publique, l'importance les choix du pays et puis aussi les choix de la région et puis des autres pays partenaires qui ont eux aussi leurs attentes. Et ça, c'était un petit peu pour rappeler dans le cadre du Zika, finalement, les différents endroits où on avait pu intervenir. Donc je dirais que la recherche qu'on mène, nous, en Polynésie française, c'est un petit peu le travail d'un généraliste qui consiste à faire une espèce d'état des lieux de la situation globale, de la situation, pour finalement essayer d'identifier quel est le bon expert à approcher pour aller ensuite plus avant. Donc c'est un peu un travail de défrichage. On s'est positionné dans le cadre des activités de recherche qu'on a menées, donc d'une part dans tout ce qui est mesures d'urgence et mesures de contrôle à partir du moment où les épidémies démarrent, c'est-à-dire essayer d'améliorer le plus rapidement possible nos outils diagnostiques, essayer de contribuer à l'apport de données pour que la surveillance soit renforcée, pour pouvoir mesurer l'incidence des épidémies. Donc ça, c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre des études de séroprévalence.
Tout ce qui est vaccin, traitement, c'est quelque chose qu'on approche de très loin, mais par contre, on se met à disposition pour fournir les souches, pour participer en fait aux réunions, essayer d'apporter notre expertise sur la situation sur le terrain, puisqu'à un moment donné, on passe toujours de cette phase de développement à une phase où on va devoir aller se rendre dans les populations pour voir si ça marche. Et c'est vrai que toutes les études de séroprévalence qu'on mène ont pour objectif de dresser le terrain avant les grandes campagnes vaccinales. Et donc là, l'avenir aujourd'hui, c'est d'essayer de continuer à maintenir cette collecte de données pour arriver à mieux modéliser la situation des arbovirus émergents en Polynésie française dans le Pacifique, mais également apporter des informations qui puissent être utiles à d'autres régions du monde. Voilà, donc ici les différents partenaires, je ne vais pas tous les lister, qui ont participé à tout ce travail de recherche et que je remercie, ainsi que toutes les personnes de l'Institut Malardé et toutes les personnes localement, régionalement ou internationalement qui ont contribué à ce que ce travail se fasse. Et je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour cette présentation.